Bonjour, bienvenue à cette conférence web. Mon nom est Philippe Voyer. Alors, dans cette conférence, on va s'intéresser à l'utilisation du numérique dans la formation, particulièrement la formation continue. Et on voit qu'il y a une utilisation de plus en plus grande du numérique dans la formation continue. Et en fait, je vais vous montrer que c'est plus qu'une mesure temporaire, c'est pas un ajustement à court terme. Il y a vraiment une tendance forte par rapport à l'utilisation du numérique. Et je vais essayer de vous rassurer quand même sur le fait que ce n'est pas un compromis de qualité lorsqu'on utilise le numérique. En fait, j'ai présenté une conférence d'une heure sur le sujet dans le cadre d'un colloque du point en santé. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un condensé de la conférence en tant que telle. Puis, un but, en fait, que j'ai avec cette conférence web-là, c'est quand même d'essayer d'inspirer les diverses organisations à prendre ce tournant numérique-là dans la formation continue, un peu de vous rassurer par rapport à cet enjeu-là. Donc, évidemment, les arguments qui me poussent à dire que ce n'est pas une mesure temporaire, c'est des tendances lourdes qui vont mettre une pression énorme sur l'offre de services et évidemment les compétences associées qu'on doit développer pour rendre ces services-là. Donc, un rappel très bref mais rapide qu'on doit se faire, c'est qu'on voit que la tendance de la croissance, par exemple, des gens de 85 ans et plus qui ont besoin de soins, c'est un des groupes qui a le plus besoin de soins. Mais vous voyez là, 2016 jusqu'à 2061. Donc, c'est vraiment pas une mesure temporaire ou un effet temporaire qu'on va avoir des soins à donner. Si on regarde en nombre absolu, on regarde de 2021, par exemple, à 2051, bien que les autres groupes d'âge ont besoin de soins aussi, mais les 85 ans et plus nous intéressent particulièrement, bien, ils vont passer de 227 000 personnes à 726 000 personnes. Alors, vous voyez que en nombre absolu, là, c'est beaucoup de monde qu'on va devoir soigner. Donc, il faut s'assurer qu'on soit capable de leur offrir des soins avec les compétences requises. Et évidemment, vieillir, c'est une bonne nouvelle. Tout le monde souhaite vieillir. Par contre, il y a peu de gens qui sont épargnés d'être atteints de certaines maladies dans le cadre du vieillissement. Puis comme vous le voyez, quand on arrive chez les 85 ans et plus ici, là, dans le fond, on a une proportion qui est toujours de plus en plus grandissante de personnes qui sont atteintes de plusieurs maladies chroniques. En ce qui a trait aux troubles neurocognitifs majeurs, comme la maladie d'Alzheimer, on voit aussi également une croissance. Alors ça a un impact sur les soins de longue durée, parce que déjà, entre 2019 et 2031, il y a une augmentation de 55% de la demande en soins de longue durée. Lorsqu'on regarde la demande au niveau de l'hébergement, on note une croissance aussi de 2010 à 2050. Mais tout ça se fait dans un contexte, donc on a une demande de soins grandissante, mais il y a une décroissance qui est préoccupante de la population active. Si on regarde au niveau du Canada, les données en incluant tous les territoires et provinces, en 1971, là, on avait 6,6 travailleurs actifs pour un retraité. 2012, on est rendu à 4,2. Et en 2036, on va être à 2,3. Le Québec, en tant que tel, lui, va être à 1,8 personnes actives pour les personnes inactives en tant que telles. Donc, on voit que le Québec va avoir un stress encore plus fort pour répondre aux besoins parce qu'il y a encore moins de gens actifs pour répondre aux besoins de la population. Donc, en fait, on a déjà, en ce moment, puis on est loin d'être en 2041, en 2051 ou en 2061, mais déjà, le Québec est la province la plus frappée de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, s'il y a une diminution de la population active, ça résultera en une aggravation de la pénurie d'employés. Alors, déjà, on note de 2019 à 2024 qu'il y aura 60 000 postes à combler dans le domaine de la santé. Ça inclut des préposés, des infirmières, des auxiliaires. Donc, quand même beaucoup de monde à former. Il y a une pénurie, il manque 4300 infirmières dans le réseau de la santé. On lance donc des programmes incitatifs de formation accélérée, entre autres pour les infirmières auxiliaires. Donc, on voit là, qu'il y a déjà un petit peu un sentiment d'urgence là, qui s'installe parce que les gens, des fois, ils attendent pour avoir des services, mais tantôt, là, c'est pas juste attendre. Il n'y aura personne qui va répondre à l'appel si, dans le fond, on n'a pas des mesures très proactives là, pour changer des tendances lourdes. Donc, plus de 32 000 préposés recherchés, par exemple, qu'on voit dans notre réseau de la santé. Donc, s'il y a une diminution active des gens qui donnent des soins, bien, vous comprenez que ça va avoir un impact aussi sur les gens disponibles pour donner de la formation.
Donc déjà, ce qu'on note là, dans les rapports américains, par exemple, que la pénurie de professeurs en sciences infirmières aux États-Unis a déjà eu pour effet là, que pour 2019-2020, par exemple, là, il y a plus de 80 000 personnes qui voulaient faire une formation pour devenir infirmière ou infirmier, mais que finalement, ils n'ont pas pu entrer dans les programmes parce qu'il y a une pénurie de professeurs. Alors, vous voyez, là, c'est quand même assez puissant comme chiffre. Là. C'est assez effrayant, je dirais. Là. Donc, au Canada, bien, on est comme les États-Unis à cet égard-là, dans le sens où est-ce que on a des pénuries de formateurs, des pénuries d'enseignants, et les universités francophones aussi, dans les programmes, bien, le bassin est encore plus petit. Donc, il y a un besoin criant d'infirmières pour former la relève en tant que telle. Donc, mon point de vous présenter ça, avant de vous présenter le tournant numérique, c'est aussi de comprendre que il faut utiliser le levier du numérique comme potentiel pour tenter d'utiliser de façon efficiente et efficace les compétences des formateurs pour former le plus de monde possible avec le moins de monde qui sera disponible. Donc, est-ce que c'est efficace pour le développement des compétences? Bien, vous voyez là, déjà, beaucoup d'organisations internationales, américaines s'intéressent à l'utilisation de l'apprentissage en ligne pour, finalement, est-ce qu'on est capable avec ça de former des gens qui seront compétents? Donc, il y a des études. Heureusement, on peut se pencher sur des données probantes pour dire, OK, est-ce qu'on a des expériences antérieures qui peuvent nous dire, bien, en fait, est-ce que la formation en ligne, par le numérique, par la vidéo, est-ce que c'est aussi efficace que de la formation en présentiel? Parce que je pense que chez beaucoup de gens, un doute par rapport à cet enjeu-là. Fait qu'on va examiner la littérature, ce qu'elle nous dit. Fait qu'on, on va y aller tranquillement. Par exemple, une formation en ligne pour des résidents en médecine. Donc, ils ont fait des modules et ils ont examiné, voir si ça pouvait avoir des impacts positifs sur les apprentissages et les compétences en enseignement. Donc, il y a une augmentation significative des compétences pédagogiques présentées lors d'une rencontre d'enseignement clinique. Donc, ils ont regardé, voir si ça se reflétait, pas juste les apprentissages des connaissances, mais ça se reflétait par la suite en clinique en tant que tel. Puis ça a augmenté aussi l'intérêt des résidents à faire de l'enseignement et poursuivre leur apprentissage de l'enseignement à la clientèle. Donc, cette étude-là nous semble dire, écoutez, ce genre de contenu-là, ça peut fonctionner. Par la suite, on dit, on va tester, voir peut-être des gestes plus techniques, des ponctions veineuses. Donc, ils ont fait des vidéos pour expliquer comment faire une ponction veineuse. Alors, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les étudiants, ayant regardé la vidéo, ont amélioré significativement leur performance et leur confiance. Les auteurs suggèrent que de fournir une vidéo accessible en tout temps aux étudiants, en plus du programme d'études standard, peut être bénéfique pour la rétention des informations à long terme chez les étudiants. Donc, il y a des avantages et des bénéfices à l'utilisation de la vidéo. On a juste à penser, par exemple, moi, quand je donnais des formations dans des salles, il peut y avoir 40 étudiants en formation continue, des professionnels, puis on était dans une salle d'hôtel. Il y avait des tables, puis là, je faisais un exemple d'un examen de l'abdomen, comment placer nos mains, mais tu as 40 personnes autour, les gens ne voient pas tout bien. La vidéo, bien évidemment, tu es aux premières loges pour voir ce qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'effectivement, ça peut faciliter l'apprentissage. Après ça, il y en a qui ont examiné l'enseignement pour les professionnels de la santé en général dans l'enseignement universitaire. Là, ils se sont rendus compte que les capsules narrées, les forums, les lectures recommandées, les cours synchrones via Zoom, est-ce que ces types de formations-là, c'est efficace ou pas? Alors, les résultats, c'est qu'il y a une amélioration significative des connaissances des participants dans les groupes qui étaient ciblés, entre autres, c'est les travailleurs sociaux et les médecins. Puis, il y a une amélioration de la confiance, encore là, de la préparation des participants à faire de l'enseignement sur le sujet, encore là, ici, c'était sur des enjeux d'addiction, de dépendance chez la clientèle. Formation infirmière qui s'intéresse à dire, est-ce qu'on peut utiliser correctement le PNAD? Est-ce qu'on doit faire une formation en salle, en entretien clinique, avec un formateur qui se déplace dans plusieurs centres, ou une formation en ligne, numérique, peut faire l'affaire. Donc, les résultats montrent que 99% des infirmières ont réussi les connaissances requises là, pour cette formation-là, donc en faisant les quiz. Sont satisfaites également. Puis, ce qui nous intéresse en particulier, c'est le dernier ici, c'est de dire, score moyen sur l'application des connaissances et l'application à la pratique clinique, 8,6 sur 10 nous disent qu'ils vont être en mesure là, de mettre ça en application. Il faut savoir là, que les formations en présentiel, ce n'est pas 100% non plus. Les gens nous disent aussi, en termes d'évaluation, des fois tu as 7,5, tu peux avoir 8 sur 10.
Ça ne veut pas dire que c'est en présentiel que les gens se sentent confiants systématiquement non plus là, de mettre en application les résultats. Donc, il ne faut pas avoir espoir non plus d'avoir des résultats à 100%. Ici, des formations plus en mode des assisted living, comme des RPA, des résidences privées pour personnes âgées. Donc, formation en ligne, améliorer les connaissances du personnel infirmier, bénéfice de la formation en ligne, plus flexible pour s'adapter à l'horaire du personnel, amélioration équivalente ou supérieure par rapport à la formation initiale en personne. Là, tu sais, peut-être vous dites, ah ben c'est intéressant, mais je pense que peut-être que Philippe, là, il choisit des études qui semblent appuyer son argumentaire que les formations en ligne, peut-être c'est efficace. En fait, on a aussi des études d'analyse systématique de plusieurs études. Ici, vous avez une revue systématique sur cette question-là de la formation en ligne. Puis, ce qu'ils nous disent, ce qui est intéressant, c'est que la formation en ligne, pour l'enseignement des compétences cliniques, est aussi efficace que la formation en personne, donc en présentiel. Vous dites, ah ben il est vraiment chanceux, il a trouvé une méta-analyse qui disait, qui supportait le même propos. Mais moi, je suis certain ou certaine qu'en présentiel, c'est supérieur. Hein, parce que je le sais, il y a des gens, là, c'est des croyances fortes. Là. Ah, ben regardons, une autre étude, une autre méta-analyse de 91 études. Et ce qu'ils nous disent, c'est que l'enseignement en ligne est aussi efficace et comporte plusieurs avantages. Donc, diversification des méthodes d'enseignement, adapté aux étudiants anxieux, développe l'autonomie des étudiants. Là, ben, finalement, une autre étude, 201 articles analysés, qui nous disent finalement que l'enseignement en ligne est aussi efficace que les méthodes d'enseignement traditionnelles. Je vous dirais que quand on va voir les experts de ce domaine-là, parce que moi, je ne me prétends pas comme un expert du domaine de la formation numérique, de la technopédagogie, etc., mais les enjeux, le discours n'est plus tellement sur qu'est-ce qui est le meilleur entre la formation présentielle en ligne. C'est que les deux sont efficaces, les deux ont des enjeux de préparation différents, de planification, mais les deux peuvent atteindre les objectifs souhaités. En fait, il y a eu un rapport américain sur l'éducation qui ont vraiment examiné là, en détail là, l'utilisation du numérique. Et ce qu'ils nous disent, c'est que les étudiants qui ont suivi toute ou une partie de leur cours en ligne ont obtenu de meilleurs résultats en moyenne que ceux qui ont suivi le même cours dans le cadre d'enseignement traditionnel en présentiel. Les avantages de l'enseignement en ligne persistent au-delà du contenu et du type d'apprenant. Parce que des fois, les gens vont dire « Ouais, mais ça dépend vraiment de l'étudiant, qui ça va mieux ses apprentissages dans un modèle ou l'autre. » Pas vraiment. Ce qu'on constate, par contre, ce que les auteurs, pas de cette étude-là, mais d'autres études que j'ai lues mais que je ne présente pas là, c'est plus, il y a des professeurs ou des enseignants qui préfèrent une méthode par rapport à l'autre. Mais là, ce qu'on s'intéresse à l'acquisition de connaissances, des stratégies d'enseignement, bien, les deux sont efficaces. La combinaison ayant le meilleur résultat, ce qui est quand même important, formation en ligne avec des activités en présentiel. Donc, quand même, tu peux faire beaucoup de formations en ligne. Par exemple, au baccalauréat, nous autres, on a des formations en ligne, mais il y a des stages quand même, il y a des laboratoires. Donc, mais en plus petits groupes. Fait que c'est une combinaison de formation en ligne et de laboratoire et tout ça. Donc, c'est ce que nous disent les conclusions de ce rapport-là. Moi, mon expérience, c'était quoi? Universitaire. Dans le fond, il faut savoir que l'Université Laval, c'est une des universités ou l'université, en fait, au niveau nord-américain, qui a le plus de contenu en ligne, de plus de programmes en ligne. Donc, il y a quand même une longue expérience là, universitaire par rapport à la formation numérique. Ici, en tentant de préserver le plus possible l'anonymat, la confidentialité, ce que je vous présente ici, c'est des résultats dans le temps que mon cours était en présentiel. Okay? Donc, je ne vous donne pas l'année, je ne vous donne pas la session et tout ça, pour préserver un peu un minimum de confidentialité, bien qu'on ne peut pas identifier personne ici, ni les résultats individuels. Mais vous voyez que la moyenne de mes étudiantes et étudiants, c'était 71%. Et depuis que c'est en ligne, que mon cours est en numérique, on voit une augmentation des résultats. Pourtant, les évaluations sont les mêmes. Comment ça se fait que mes étudiantes et étudiants performent mieux depuis que mon cours est en ligne? En fait, une des raisons, c'est entre autres le fait que 70-75% des étudiantes et étudiants de mon cours en troisième année proviennent du DEC-BAC, donc c'est des gens qui sont déjà sur le marché du travail. Donc, il y avait souvent des enjeux d'horaire, ils travaillaient de nuit, il manquait des cours. Donc, il y avait un 30% d'absentéisme à différents cours, pas toujours les mêmes, mais ça leur causait des soucis à pouvoir suivre les contenus. Quand il manquait un cours, ils pouvaient juste se baser sur la lecture. Puis évidemment, un cours en classe, tu as beaucoup moins d'exercices que tu peux faire en ligne. Moi, en ligne, il y a des quiz, il y a des mises en situation, il y a toutes sortes de scénarios que je peux faire qui, donc, dans le fond, au bout de la ligne, leur permettent de faire des apprentissages.
Mais est-ce que, OK, ils font des apprentissages, des compétences, mais est-ce qu'ils détestent ça? Pas tout à fait. Je fais des sondages de temps en temps pour leur poser des questions, justement, pour prendre le pouls. Puis, vous voyez, je leur demande, ce cours-là devrait être, après qu'ils l'ont fait, puis là, ils l'ont fait en ligne en tant que tel, le cours. Donc, en présentiel à 100%, là, vous voyez, là, c'est le plus petit. Puis après ça, hybride à 25%, donc 25% en ligne, 75% en présentiel. C'est le deuxième qui est le petit. Fait après ça, on a l'hybride 75%, puis à distance 100%, comme il est là présentement. Bon, on est à 45% en tant que tel. Donc, c'est pas unanime, mais ça montre clairement que les étudiantes et étudiants sont prêts, dans le fond, à passer plus à des modes hybrides, distance. Puis ici, si on creusait, là, parce que ça reste vraiment juste un sondage cette question-là, le 50%, le 75%, qu'est-ce qu'on constate? C'est souvent parce qu'ils veulent se voir, les étudiants. Fait que si on disait, ben vous pouvez faire vos travaux d'équipe avec prendre un café à tel endroit, peut-être que ces résultats-là changeraient également. Est-ce qu'ils ont aimé le format à distance? Ben vous voyez là, dans le fond, quand on tombe ici en bas de 5, là, ça c'est de l'insatisfaction. Fait qu'on n'a pas 100% là, de satisfaction dans les cours même en présentiel. Là. Fait que 88% d'évaluation positive en ligne, ben c'est acceptable. Est-ce que les formats des classes virtuelles, moi j'utilise un logiciel Mentimeter, etc. Bon, on n'a pas 100%, mais pas loin, on a quand même 96%, donc que les gens sont satisfaits de cette méthode-là. Donc, ils font des apprentissages, ils ont des meilleurs résultats. Puis j'ai un taux de satisfaction. Mon objectif, c'est pas d'avoir 100%, c'est impossible de plaire à toutes les étudiantes et étudiants. Chacun a ses propres enjeux. Donc, mes résultats comme ça, c'est satisfaisant. Quel a été l'impact sur les stages? Bien, en fait, les résultats, j'ai sorti le plus récent, fait que lui, tout le monde a réussi le stage. Donc, vraiment, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Ensuite de ça, j'ai testé en formation continue si ça pouvait fonctionner. Il y a des gens probablement qui écoutent cette vidéo-là qui ont participé à mes webinaires gratuits que je faisais avec le logiciel Mentimeter pour voir comment ça allait en tant que tel. Puis comme vous pouvez voir, ben, dans le fond, je demandais aux gens après ça d'aller faire les évaluations. Puis tout à fait en accord, puis en accord, là, ben, l'objectif était clair et précis, c'est satisfaisant. Les objectifs ont été atteints en formation continue, vous voyez, c'est atteint. Le contenu était adapté à mes besoins. Bon, on a un petit désaccord ici. Ben, mettons que là, je n'ai pas le pourcentage, mais ça ressemble probablement à 96%. Ben, je pourrais calculer les deux ici. En fait, c'est plus que ça, c'est 98%. Donc, la méthode d'enseignement facilitait mon apprentissage, satisfaisant. Je suis satisfait de la formation, vous voyez, c'est la même chose. Donc, puis les gens, ben, ils venaient de différents endroits aussi. Là, j'ai pas mis le groupe d'âge, mais j'avais les groupes d'âge aussi dans mes autres diapositives. Puis, dans le fond, les gens sont de différents groupes d'âge qui ont participé à ces activités-là. Donc, les gens ne nous disent pas vraiment qu'ils sont insatisfaits de ça. Puis un autre élément qui est très pertinent, c'est la pratique réflexive, l'analyse critique, le raisonnement clinique, émettre des hypothèses par rapport à des cas complexes. Est-ce qu'on peut faire ça en ligne? Moi, j'ai dirigé pendant 8 ans de temps l'équipe de mentorat du Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec, dans lequel on analysait justement en équipe des cas complexes de troubles de comportement, puis là, on analysait, puis on essayait de faire des plans de match par rapport à ça. Puis on a publié là-dessus, ça fonctionne très bien autour d'une table, là, puis on analyse des cas, puis après ça, on va implanter ça dans la pratique. Donc on a de la littérature scientifique. Mais est-ce que ça peut se faire à distance? Alors moi, je l'ai fait en expérimentation dans un programme, puis ça fonctionne très bien. Puis ça aussi, c'est que je vous invite à réfléchir à ces modes de fonctionnement-là. Avec des cas cliniques, on est capable aussi d'aller très loin. Puis on a des études qui nous ont montré en plus que oui, ça permettait là, d'améliorer la pratique clinique par rapport à des situations complexes sur le terrain que de travailler à distance. Puis encore là, sur l'acceptabilité, la faisabilité, le personnel nous disait qu'il adore cette méthode-là, c'est très efficace, mais en fait, ils ne sentent pas que c'est quelque chose de moins bonne qualité puisque ce n'est pas en présentiel. Donc, ce qu'on doit rappeler, c'est que ce que fait le numérique, ce que je veux vous dire quand on fait du développement de compétences, bien en fait, le numérique, je pense qu'il peut vraiment livrer la marchandise. Moi, mon expérience, c'était celle-là. La littérature scientifique est très abondante, nous démontrant qu'il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là pour l'acquisition de connaissances. Par contre, si je suis un milieu clinique,
Si j'engage du personnel, puis je dois les former, puis je dois les former en formation continue, mais quand même, le numérique, il y a des choses qu'il ne fait pas. OK? Donc, il va pouvoir aider à faire de la formation, à développer les compétences du personnel, mais il reste qu'il y a des gens qui ont besoin de coaching clinique. Donc, le coaching clinique demeure un enjeu important à prévoir dans une organisation. Puis, il faut former les coachs également. Les coachs cliniques doivent être formés pour savoir comment développer le sentiment d'efficacité personnelle chez les gens, comment faire des rétroactions pour que les gens se développent puis ne se sentent pas là, menacés à leur ego là, parce qu'ils se font tellement donner des commentaires négatifs parce que leur coach n'est pas vraiment compétent dans le coaching. Parce que du coaching, c'est très puissant et positif, mais ça peut aussi être destructeur si ce n'est pas bien fait. Puis une organisation, ce qu'elle doit aussi réfléchir, c'est le fait que une formation numérique ne tisse pas des liens d'appartenance avec l'organisation. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, j'aime bien mieux en présentiel. » Ah ouais, pourquoi? Ben écoute, moi, c'est une journée, je dîne avec mes collègues, on a la pause ensemble, on parle, on s'assoit. C'est les seuls moments qu'on peut se voir, là, puis qu'on peut jaser ensemble. OK, c'est pas que tu préfères le développement, l'apprentissage sous forme présentielle que sous forme numérique, c'est que tu as besoin d'avoir du temps pour tisser des liens avec tes collègues puis de parler de votre réalité. Ah, ben c'est pas pareil, ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut prévoir des activités d'accueil, de parrainage, des stratégies de gestion, suivi de l'intégration des compétences, des connaissances, des activités de reconnaissance, mais également la socialisation dans l'organisation. Donc, il y a des lacs à l'épaule, il y a des activités de team building qu'on appelle, qui sont autre chose, mais qui sont importantes, mais que ce n'est pas les mêmes objectifs. Si l'objectif, c'est développement des compétences, bien à ce moment-là, le numérique est capable de livrer ça, mais il y a des choses qu'il ne pourra pas livrer. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'il y a beaucoup d'organisations qui me demandaient, bien écoute, comment qu'on peut implanter ou développer dans nos organisations une façon numérique dans la formation continue, dans l'accueil de nouveaux employés, puis dans leur développement continu avec les nouveaux programmes qu'on doit implanter. Comment utiliser le numérique finalement dans les milieux cliniques? Fait que j'ai écrit un document qui justement présente là, un plan de déploiement des compétences, d'un programme de formation multimodale pour le développement des compétences dans les organisations, dans lequel là, on explique les différentes stratégies par la vidéo, les questionnaires de validation d'apprentissage, les webinaires interactifs, le mentorat clinique, le coaching clinique, une structure de soutien aussi clinique quand les gens ont des difficultés, des conférences aux proches, puis aussi d'avoir un responsable de développement des compétences. Parce que c'est pas du moment que tu as du numérique que, en fait, tout se fait tout seul. Non, moi, mes cours, par exemple, à l'université en numérique, bien avant, je m'en allais dans la classe, je donnais 3 heures de mon contenu, c'était une chose, mais développer du contenu avec des bonnes stratégies pédagogiques, en donnant des rétroactions rapides dans les forums, etc., faire des bons outils numériques, ça, c'est beaucoup de temps. Donc, en conclusion, mon objectif, je vous le rappelle, c'était de vous inspirer, de vous rassurer sur le fait de l'utilisation du numérique, mais également que pour moi, c'est une avenue incontournable pour l'avenir parce qu'il y a une pénurie de personnel, oui, mais il y a une pénurie de formateurs. Il y a des gens qu'on engage systématiquement dans une organisation. Ça nous prend une standardisation des contenus qu'on enseigne. Donc, ça nous prend une approche intégrative des connaissances et des compétences. Alors, à ce niveau-là, le numérique là, devient un outil là, très précieux à cet effet-là. Donc, la formation numérique, c'est efficace pour faire les apprentissages requis. Une organisation devrait avoir un plan, par contre. Ça y prend un responsable, ça y prend des coachs, ça y prend le soutien des ressources humaines là, pour vraiment planifier des activités là, de coaching clinique à différents moments. Mais il ne faut pas confondre la formation puis les stratégies, par exemple, de rétention de personnel. Donc, il faut aussi qu'on a d'autres personnes dans l'organisation qui s'occupent de la valorisation quotidienne des employés, le sentiment d'appartenance, les activités de reconnaissance et les liens sociaux nécessaires pour l'attraction et la rétention qui doivent aussi être soigneusement planifiés par l'organisation. Alors, en espérant que cette vidéo là, puisse vous inspirer, je vous remercie beaucoup pour votre attention.